Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce live du groupe Monacier sur la transmission d'entreprise, grande cause économique nationale. Donc, je suis Olivier Geffroy, je suis secrétaire général du groupe et j'aurai le plaisir d'être l'animateur de cette table ronde autour de la transmission d'entreprise, table ronde organisée en partenariat avec le METI que nous remercions pour cette coopération fructueuse. Alors, nous avons à peu près 1 heure devant nous, non pas pour faire le tour de la question, bien entendu, ce serait sujet beaucoup trop vaste sur un temps trop réduit. Néanmoins, on va essayer de se mettre un peu dans la perspective de cette grande cause économique nationale et essayer de voir un petit peu ce que cela recouvre. On focalise souvent en France sur la création d'entreprises qui est sans doute à des records en nombre. On est à plus d'1 million, 1,1 million de création d'entreprises, mais la reprise, transmission d'entreprise est, elle, face à un défi énorme, une sorte de grande transition patrimoniale et économique, puisque c'est un mouvement beaucoup plus large, qui combine à la fois du vieillissement démographique, des enjeux de souveraineté et une sorte de transformation aussi de notre capitalisme d'entreprise. Peut-être quelques éléments, quelques chiffres clés pour poser le débat, même si on voit bien que les chiffres, tout le monde n'est pas forcément d'accord dessus, mais on considère globalement qu'on a à peu près 500 000 entreprises, certains disent 700 000 chefs d'entreprise qui partiraient à la retraite dans les 10-15 ans à venir. Ce sont des estimations. On parle d'à peu près 3 millions d'emplois, en tout cas c'est ce que le gouvernement relaye dans sa communication. Et on voit apparaître un double phénomène, un phénomène à la fois de vieillissement des chefs d'entreprise, avec un nombre croissant de chefs d'entreprise qui ont plus de 60 ans. La proportion même a doublé de 15 à 29% en 20 ans. Donc c'est un phénomène notable et on a à peu près 25% des chefs d'entreprise qui ont plus de 60 ans et à peu près 10-11% de chefs d'entreprise qui ont plus de 66 ans. Et ce phénomène est doublé d'un ajustement structurel de marché avec plus de cédants que de repreneurs. Et ça, c'est un véritable sujet. Les bonnes années, on arrive à peu près à faire une quarantaine de milliers à peine de reprises, transmissions d'entreprises effectives, avec un potentiel qui est estimé x2, x3, x4, selon certaines estimations. On estime que 22 000 chefs d'entreprise n'auraient pas trouvé repreneur à leur retraite l'an dernier. Et 40% des chefs d'entreprise déclarent vouloir transmettre, mais 70% disent ne pas encore avoir anticipé ce sujet-là. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux sur divers plans, des enjeux vitaux pour l'économie française, de destruction silencieuse de valeur, d'emploi bien entendu, de préservation des savoir-faire et de perte de contrôle de souveraineté. Et c'est aussi un sujet juridique, patrimonial, fiscal, qui renvoie à des outils, mais aussi à des réalités humaines, voire familiales dans les entreprises. Alors dans ce contexte, évidemment, ériger la transmission d'entreprise en grande cause économique nationale est évidemment une initiative heureuse. C'est pourquoi le groupe Monacier a souhaité prendre ce temps d'échange dans ce cadre-là et donc d'organiser cela. Mais avant d'être donc un sujet technique, la reprise transmission d'entreprise est donc d'abord un sujet macroéconomique. Et de ce point de vue, la capacité de notre système à l'organiser est fortement questionnée. Alors c'est ce que nous questionnerons dans une première partie avec nos intervenants. Donc tout d'abord Arlette Darmon, notaire associée à Paris, présidente du groupe Monacier, et puis spécialiste de la transmission d'entreprise depuis une trentaine d'années. On a également le bonheur d'avoir avec nous Renaud Dutreil, ancien ministre, que je salue également, et puis Philippe Dornano, président de Sisley et coprésident du METI. Tous les trois interviendront sur cette première partie, on va dire aux grands enjeux macroéconomiques. Dans une seconde partie, nous nous intéresserons au retour de terrain des acteurs qui pratiquent au quotidien la transmission d'entreprise, tant du côté des notaires, c'est évidemment le prisme qui nous intéresse, que du côté des chefs d'entreprise, à la fois sur les freins, les outils, mais aussi la préparation, les conditions de la réussite de la transmission d'entreprise. Et cela
nous verrons avec David Gauthier, notaire associé à Lille. Bonjour David. Jonathan Roca, notaire associé à Saint-Denis-la Réunion, qui nous écoute et qui a participé de l'Outre-France. Merci Jonathan. Et puis Olivier Schiller, président de Septonon et vice-président du METI. Bonjour Olivier également. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet, ma chère Arlette. Les experts comptables sont fléchés dans le plan gouvernemental, objectifs reprise, comme des relais prioritaires pour la transmission d'entreprise. C'est une évidence, les experts comptables ont l'oreille et l'attention des chefs d'entreprise, c'est souvent leur premier conseil. Néanmoins, ils ne sont pas les seuls, c'est une évidence aussi. Alors, avec un peu de malice, j'ai envie de vous faire réagir sur le sujet. Les experts comptables sont-ils vraiment les seuls conseils des chefs d'entreprise? Ils sont indispensables, aucun doute. Hein. Ils sont au quotidien avec les chefs d'entreprise, ils interviennent tous les jours. Hein. Ils connaissent l'entreprise par cœur de l'intérieur. Hein. Et donc, il est une évidence que l'expert comptable a un rôle à jouer dans la transmission, que ce soit une transmission à titre gratuit, que ce soit une transmission à titre onéreux. On ne peut pas se passer des experts comptables. Mais c'est évident aussi qu'ils ne sont pas les seuls. Alors, j'ai presque envie de dire que finalement, tous les acteurs qui tournent autour du chef d'entreprise et qui le conseillent régulièrement ont un rôle à jouer dans cette transmission. Une transmission d'entreprise, qu'elle soit dans la famille ou un tiers extérieur, ça nécessite de la réflexion. Il y a tout un accompagnement à avoir. D'abord, un accompagnement psychologique, souvent derrière ou avant. Et puis, effectivement, il y a les techniciens et les gens qui sont dessus. Et dans ces techniciens et dans ces conseils qui entourent le chef d'entreprise, il y a bien évidemment le notaire. Donc, il est toujours à dire que le notaire a un rôle indispensable en matière de transmission d'entreprise, mais je le pense vraiment. Pourquoi? Parce que le notaire, d'abord, il connaît en général très bien le chef d'entreprise. Le notaire, il est au croisement, en fait, dans ses domaines d'intervention, entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé. Et donc, il a régulièrement accompagné le chef d'entreprise, soit pour ses opérations au niveau de la société. Hein. Parfois, c'est lui qui a constitué la société, c'est lui qui a constitué la holding, c'est lui qui a fait les fusions, les acquisitions de ces sociétés. Donc, il connaît l'existence de cette société et les a accompagnés régulièrement, mais il a aussi une connaissance, et il est, à mon avis, le seul à avoir cette connaissance, c'est tout l'environnement familial, patrimonial et privé du chef d'entreprise, et on ne peut pas envisager une session d'entreprise sans avoir cette connaissance globale de sa famille, de son environnement patrimonial. Et puis, il a une connaissance aussi de la fiscalité, alors de la fiscalité inhérente à la société, mais également de la fiscalité patrimoniale, qui sont deux sujets indispensables en matière de cession et de transmission d'entreprise. J'allais dire que le notaire, c'est donc le conseil naturel de cette transmission, de cette cession d'entreprise. Alors très honnêtement, je ne m'attendais pas à une autre réponse. Ouais, pareil, de bonne alloi. Mais alors finalement, comment cette grande cause nationale a-t-elle résonné chez les notaires? Vous avez eu envie, je crois, de dire chiche et de relever un peu le gant en quelque sorte. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a vu effectivement le communiqué, on a vu effectivement que le ministre s'adressait aux experts comptables, plus particulièrement, je pense qu'il ne pouvait pas lister tous les intervenants là-dessus, et effectivement, la cession d'entreprise, la transmission de nos entreprises, notre richesse nationale, il n'était pas possible de ne pas nous mobiliser sur ce sujet, et on a répondu effectivement chiche au ministre en nous disant qu'on allait, nous aussi, notaires, nous mobiliser sur ce sujet qui me semble un sujet vraiment indispensable et un domaine très sensible. En tant que praticienne, je constate qu'on a de très nombreux outils en France, peut-être plus d'ailleurs que dans certains pays voisins. On a beaucoup d'outils juridiques, que ce soit la donation partage, la donation partage transgénérationnelle. D'ailleurs, la donation partage est un outil franco-français dont on doit être fier. Et puis, on a aussi des opérations de LBO, de FBO qui sont favorisées. On a l'outil, on a tout ça, même si certains doivent être affinés, peut-être adaptés en fonction de l'évolution, mais on a un handicap parfois, et notre handicap, j'ai oublié évidemment l'outil essentiel qui est là et
donc ce n'est pas Renaud Dutreil qui vient me contredire, on a ce qu'on appelle pacte Dutreil, qui effectivement favorise ces transmissions d'entreprise avec l'aspect fiscal. Malheureusement, on voit bien que la fiscalité, ça change, ça évolue, et surtout, tous les ans, au moment de la loi de finances, et pas que d'ailleurs, au moment de la loi de finances rectificative, au moment où quelqu'un a envie de marquer un peu l'histoire et de lancer son instruction, et on rajoute des textes fiscaux qui ne vont pas être les bons. Or, en matière de transmission d'entreprise, les chefs d'entreprise comme les praticiens, on a besoin de visibilité et surtout de quelque chose qui soit stable. On a besoin de stabilité. On ne peut pas faire et défaire tous les jours. On ne peut pas structurer une entreprise, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On va être obligé de structurer le groupe de façon à rentrer dans ces dispositifs qui nous permettent de bien réaliser cette session. Et puis, quelques mois derrière, on va se dire, ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que on n'est pas bien dedans. On a la jurisprudence qui se remet dedans. Il y a quelques minutes, des holdings animatrices. Ces holdings animatrices, on a aujourd'hui des textes, des surcouches qui reviennent et on a une complexité très, très importante. Donc, finalement, effectivement, il est temps qu'on prenne conscience de cet enjeu national, parce que c'est un véritable enjeu national, et que la fiscalité s'adapte, qu'on accompagne le chef d'entreprise et qu'on le laisse gérer une entreprise sa vie. Donc, il faut qu'elle puisse vivre et qu'elle ne soit pas contrainte par des mesures fiscales qui viendraient remettre en cause ce qu'on a fait. Alors, je sais que tout à l'heure, on a 3 intervenants, donc avec Jonathan Roca, David Gauthier et Olivier Schiller qui vont nous parler de l'aspect pratique et vont nous exposer, en fait, je pense, tous ces dispositifs. Monsieur le ministre Renaud Dutreil, je pense, va pouvoir nous éclaircir un peu sur ce pacte Dutreil et nous rappeler peut-être la genèse de ce pacte Dutreil en tout état de cause. Quand nous avons vu effectivement beaucoup de communiquer, on s'est dit, nous, c'est à nous de relever. Donc, on a des chiffres, effectivement, et on va essayer de se mobiliser. Alors, on se mobilise aujourd'hui avec cette première étape et ce live qu'on organise. Je prends 5 minutes pour remercier d'ailleurs nos intervenants et merci d'avoir accepté, Monsieur le Ministre, d'être présent. Merci au métier de nous accompagner. Et puis, nous aurons également, à l'automne, entre septembre et la fin de l'année, nous ferons également dans nos études un tour de France de la transmission d'entreprise pour essayer de mobiliser nos clients chefs d'entreprise aussi sur ce sujet, de les sensibiliser et aussi de voir ce qu'eux pensent et ce qu'ils pourraient voir améliorer. Et j'espère que nous serons entendus. Très bien, merci beaucoup Arlette. Alors justement, Renaud Dutreil, d'être directement concerné par le sujet, dans les années 90, on avait vu un certain nombre d'entreprises, notamment des ETI, j'ai vu le chiffre de 1000 ETI qui avaient quitté la France ou que la France avait perdu. Après la création du pacte Dutreil, on était plutôt à 7000 créations depuis, enfin, donc un vrai mouvement, un outil qui a rencontré son public d'une certaine manière. Et Arlette Darnaud le disait à l'instant, chaque année maintenant, il y a une sorte d'exercice imposé dans le débat budgétaire où il y a des remises en cause, des attaques plus ou moins directes, plus ou moins sur différents bancs. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est véritablement armé, est-ce que la France est armée pour faire face à ce mur de la transmission d'entreprise avec tous les enjeux que j'ai rappelés très succinctement en introduction? D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis toujours très heureux de participer au débat du groupe Monacier et du METI, qui sont 2 acteurs très engagés sur ce sujet de la transmission d'entreprise, y compris lorsqu'il s'agit d'aller défendre à Matignon ce dispositif qu'on appelle aujourd'hui le pacte Dutreil. Et sur le sujet qu'Arlette évoquait, celui de l'interprofessionnalité, je pense que c'est très important de rappeler qu'à l'origine, en 2004, lorsque la loi a été votée, j'avais affrété un train et chaque profession avait son wagon. Et donc, il y avait le wagon des experts comptables, le wagon des notaires, le wagon des avocats, le wagon des chambres de commerce. Tout le monde travaillait ensemble. Et c'est très important pour un chef d'entreprise de s'entourer de cette équipe qui va finalement l'accompagner dans l'anticipation de la transmission, mais aussi dans la réalisation d'une étape très importante, cruciale pour son entreprise. Alors, depuis 20 ans, il y a eu 2 périodes. Il y a eu une première période où ça fonctionnait bien. Il n'y avait pas d'agressivité contre la transmission d'entreprises intrafamiliales. Puis depuis 5 ans, le climat a complètement changé. On a basculé dans une offensive assez forte
contre ce dispositif. Alors, pourquoi? D'abord parce que, effectivement, tout le monde s'intéresse au choix de société que représente la forme de capitalisme qu'un pays choisit. Il y a 3 formes de capitalisme dans le monde. Il y a le capitalisme d'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui est propriétaire du patrimoine des entreprises, qui est l'actionnaire. Il y a un capitalisme financiarisé qui s'est développé énormément sur toute la planète, mais qui est incarné essentiellement par les pays anglo-saxons et par les États-Unis d'Amérique, avec des actionnaires qui sont en fait des professionnels, qui sont des asset managers, des private equiteurs, et où les familles ont finalement disparu. Et puis, il y a ce capitalisme familial, qui est la signature économique de l'Europe. S'il y a une partie du monde qui a vraiment fait ce choix du capitalisme familial, c'est l'Europe. Il y a des pays où c'est absolument fabuleux, dans les pays du nord de l'Europe, la Suède, le Danemark, l'Allemagne évidemment, la Suisse, on a des taux de transmission intrafamiliaux qui sont supérieurs à 60%, près de 80% en Suède. Donc, ça veut dire que ces pays fonctionnent avec cette idée qu'une entreprise, elle est dans les mains d'un bâtisseur, et ce bâtisseur, il va passer le témoin à la génération suivante. Pourquoi est-ce que ce capitalisme familial est si important pour la souveraineté d'un pays européen? Premièrement, parce qu'il est enraciné. C'est-à-dire que les entreprises familiales, ce ne sont pas des entreprises à roulettes. Elles ne déménagent pas tous les 4 matins au gré des fusions et des acquisitions. Elles sont dans un territoire. Et ça, c'est très important. Si on veut garder nos entreprises en France, il faut qu'elles soient enracinées comme des arbres. Et les racines de ces arbres que sont les entreprises, ce sont les familles. On enlève les familles, on enlève les racines. Et deuxième chose, caractéristique importante à souligner, c'est que c'est un capitalisme patient qui est capable de ne pas se précipiter sur des rendements très élevés pour renvoyer en fait de l'argent à des investisseurs, qui est un petit peu la maladie du capitalisme financiarisé que les anglo-saxons ont étendu à toute la planète. Cette pression sur le dividende qui fait qu'au lieu de créer de la valeur sur la durée, on crée de la valeur sur des périodes inférieures à 5 ou 6 ans. Ce n'est pas nécessairement le meilleur choix en termes de développement des entreprises. Donc aujourd'hui, nous avons 5 défis. Un défi démographique, on va passer rapidement là-dessus, tout le monde est présent à l'esprit. Un défi budgétaire et fiscal. L'État est aux abois, il cherche désespérément des ressources fiscales et donc il s'attaque à tout ce qui peut lui rapporter même quelques centaines de millions, et cela au détriment de l'intérêt économique. On voit bien à quel point cette précipitation vers les recettes supplémentaires peut dissimuler, effacer l'intérêt du pays. On a un défi psychologique, Arlette l'a souligné à juste titre. Moi, j'accompagne quelques entreprises, souvent dans des situations assez complexes, qui nécessitent de bien préparer des transmissions. Et je constate aujourd'hui ce dilemme chez les chefs d'entreprise lorsqu'ils considèrent la transmission intrafamiliale cadeau ou fardeau. Des chefs d'entreprise qui, il y a 20 ans, se disaient « j'ai vraiment envie que mes enfants reprennent », aujourd'hui se posent très sérieusement la question. Pourquoi? Parce que la lisibilité de notre environnement fiscal et réglementaire et politique ne permet plus de transmettre à ses enfants en se disant « c'est vraiment un service que je leur rends, ils seront heureux à la tête de cette entreprise ». Aujourd'hui, il y a plutôt une inquiétude et donc parfois un renoncement à transmettre à l'intérieur d'une famille. Et puis, il y a un défi politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une incompréhension très forte de la classe politique française sur la nécessité d'enraciner, de garder notre patrimoine économique et donc de cultiver ces dispositifs comme le pacte Dutreil qui permettent tout simplement la transmission dans de bonnes conditions. Il y a aussi, alors c'est malheureusement un effet secondaire du problème budgétaire que j'évoquais, de plus en plus de contentieux. Et donc, une administration qui, au lieu d'aller vers la simplification de la transmission fiscale, eh bien, crée des zones de contentieux avec, évidemment, de l'incertitude, qui est l'ennemi de la décision. Et donc, plus il y a des facteurs de contentieux, plus des acteurs économiques vont hésiter à s'engager dans la voie de la transmission. Alors, évidemment, à Bercy, un redressement fiscal sur un pacte Dutreil, c'est formidable parce qu'on va passer d'une fiscalité douce à une fiscalité extrêmement confiscatoire. On peut évidemment dépasser les 40% puisque le taux marginal supérieur est à 45%. Donc moi j'ai voulu à l'époque créer un choc fiscal pour que les gens aient envie de transmettre. Ce choc fiscal, il s'est diffusé grâce notamment à tous ceux qui accompagnent les entrepreneurs, les notaires, les avocats, les experts comptables. Et aujourd'hui, on a un contre-choc
C'est-à-dire qu'on a une classe politique qui essaye de freiner la transmission familiale au détriment de l'intérêt de la nation. Et c'est ça qui est évidemment le plus préoccupant aujourd'hui. Merci beaucoup, Renaud Dutrail. Je vais demander à Philippe Dornano une réaction là-dessus, parce que je présume que, comme président du METI, il doit aller dans ce sens-là. Philippe Dornano, vous participez à toutes les réflexions nationales ou européennes sur ces sujets-là. Vous partagez le diagnostic au regard des enjeux. Sur quel levier pensez-vous que cette désormais grande cause économique nationale doivent faire bouger les lignes? À partir de quel levier pour essayer d'enrayer ce phénomène et surtout de réussir toutes ces transmissions avec tous les enjeux qui vont avec? Oui, d'abord, c'est l'occasion, une fois de plus, pour moi de remercier Renaud Dutrail parce que son courage politique a permis une grande transformation de l'économie française. Il faut savoir que le METI s'est créé à l'initiative d'Yvon Gattaz au milieu des années 90 sur le constat d'une catastrophe économique encore très peu d'ailleurs documentée en France, puisqu'on avait autant d'entreprises de taille intermédiaire, je parlerai plutôt de cette catégorie d'entreprises, 50 millions à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce que les Allemands appellent, c'est même un peu plus large, le Mittelstand et qui fait leur force économique. On avait autant d'entreprises de cette taille en France en 1980 qu'en Allemagne de l'Ouest. Et en 2004, enfin, à partir du moment où les pactes passent, on en a à peu près 4 fois moins. Donc, les 1000 ETI dont vous parlez, c'est sur la période des années 90, mais en réalité, on a connu une hémorragie extraordinaire qui a été un impact pour notre économie mortifère entre les années 80 et les années 2000 et qui nous a considérablement affaiblis, a été l'une des raisons de la désindustrialisation, a été une des raisons du chômage de masse qui a touché les Français et qui a été extrêmement peu comprise. Et nous sommes rassemblés, un certain nombre de chefs d'entreprise, parce qu'on s'est rendu compte de ce problème et que c'était notre devoir de l'adresser auprès des pouvoirs publics. Moi, j'ai connu, par exemple, les dirigeants de toute la filière ski Rossignol, Salomon, qui ont vendu leur entreprise avant les pactes Dutrail parce que c'était trop tard pour eux. Et je pense par exemple à Rossignol, il y avait 1700 emplois dans les vallées de Savoie. 2 ans après la vente à un groupe étranger, il n'y en avait plus que 170. Donc on voit l'impact, non pas seulement sur les entreprises, non pas seulement sur les entreprises familiales, mais sur les Français, sur l'ensemble de notre pays. Et donc, ce qui a été fait, la mise en place de ces pactes, et Renaud Dutrail l'a dit, dans un premier temps, il y a eu, parce que ça a été aussi, il y avait eu des pactes avant qui avaient déjà discuté avec le gouvernement Jospin. Ce qu'a fait Renaud Dutrail, c'est qu'il les a rendus applicables, et ça a été le début d'une possibilité de remontée du nombre de TI en France. Il y a eu pendant un certain temps un consensus sur le sujet. C'est vrai qu'on est donc passé, on a été un peu abasourdis quand la Cour des comptes a dit qu'on ne voyait pas très bien les retours sur investissement des pactes Dutrail, puisque on est passé de 2500 ETI au début des années 2000 à 7200 aujourd'hui. Alors oui, il y en a 20 000 en Allemagne, et je pose d'ailleurs la question, c'est un peu de l'ambition des chambres d'entreprise qui se sont réunis au METI, c'est qu'est-ce que serait la France avec un tissu de 20 000 ETI. Ce serait une autre France, pas seulement pour les entrepreneurs, mais aussi pour l'ensemble des Français, que ce soit les recettes fiscales, que ce soit le plein emploi, que ce soit l'activité dans nos régions. Qu'est-ce qu'on attend de cette mobilisation? Donc, ce qui s'est passé à partir des pactes Dutrail, c'est que la transmission a été rendue possible. Ce qui est encore différent aujourd'hui, alors il y a 2 dangers aujourd'hui. Le premier, c'est, comme l'a dit Renaud Dutrail, depuis 4-5 ans, une idéologie, une sortie de ce consensus et une idéologie qui commence à remettre en cause la transmission d'entreprise en France pour des raisons d'ingénierie sociale plus que d'efficacité économique. Et ça, c'est extrêmement préoccupant pour la prospérité du pays. Et puis, un deuxième enjeu qui est que les pays européens ont réagi face à cette problématique beaucoup plus vigoureusement que la France, puisque le taux moyen de transmission en Europe est de 5%. Alors, c'est compliqué à faire, il faut aussi regarder comment on calcule l'assiette, etc. Et peut-être sur ce sujet, on avait travaillé notamment avec l'Institut Montaigne sur des analyses plus fines de la comparaison de la transmission en Europe, mais un certain nombre de pays européens n'ont pas de transmission, ne fiscalisent pas la transmission d'entreprise du tout.
Un certain nombre de pays européens fiscalisent très faiblement les donations, ce qui permet des anticipations, des transmissions d'entreprises. C'est très centré sur l'entreprise. Et aujourd'hui, en France, la transmission d'entreprise reste plus coûteuse que dans l'environnement européen. Et le problème que ça pose, c'est que ça s'ajoute par ailleurs un fardeau fiscal sur les entreprises françaises qui est plus lourd que dans le reste de l'Union européenne. Donc on peut dire que d'un blocage complet, on est passé à un problème de compétitivité. Et puis d'autre part, comme l'a dit Renaud Dutreil, on a le danger que ces dispositifs soient pour des raisons idéologiques remis en cause, ce qui serait une catastrophe nationale, puisque dans les 7 prochaines années, en tout cas pour les ETI, une ETI sur 2 va être en position de devoir se transmettre. Donc de la capacité que nous avons à ce que ces transmissions se passent bien, on va jouer probablement les 20 prochaines années de l'économie française. Oui, effectivement. Très bien. Écoutez, je vous propose que c'est une parfaite transition. On rentre un petit peu plus dans le détail et qu'on aille voir du côté des praticiens de la transmission, notaires et chefs d'entreprise, un petit peu comment les choses se passent aujourd'hui. D'ailleurs, statistiquement, la reprise est plutôt intéressante d'un point de vue économique par rapport à la création, puisqu'elle a un taux de survie à 3 ans qui est bien supérieur, de l'ordre de 80%, je crois. Donc, c'est un argument extrêmement fort pour aller dans ce sens. Pour autant, on voit bien dans le quotidien qu'il y a un certain nombre de freins qui peuvent empêcher, vous en avez déjà évoqué un certain nombre, empêcher, contraindre une transmission d'entreprise. Alors, on va peut-être commencer par Jonathan Roca à La Réunion et David Gauthier qui vont se renvoyer un peu la balle sur le sujet. Dans vos dossiers de transmission, Jonathan et David, qu'est-ce que vous voyez sur les principaux freins qui aujourd'hui font obstacle à certains dossiers de transmission? Jonathan. Bonsoir à tous, merci pour cette occasion d'échanger sur ces sujets dont l'importance ne fait plus de doute. Le premier frein qu'on constate en pratique et qu'on peut évoquer est d'ordre psychologique. Nous pouvons rencontrer ce frein psychologique chez le cédant. Existe-t-il une réelle volonté du cédant de céder? Est-il prêt à passer la main à l'un de ses enfants ou à un tiers et à changer de vie? Est-il prêt également à accepter la valorisation qui sera effectuée lors des audits, qui peut s'avérer inférieure à ce qu'il pense? On le sait, les chefs d'entreprise, en général, tiennent à leurs entreprises, savent ce qu'ils y ont investi. Donc, c'est des questions qui méritent des échanges. Car sans cette préparation, le cédant peut se révéler être son propre ennemi. Frein psychologique qu'on peut rencontrer dans l'entourage du cédant également. Les enfants vont-ils adhérer au projet? Dans le cas, par exemple, d'une cession à un seul de ses enfants. On peut penser également à l'hypothèse de la cession à un tiers ou à un salarié. Comment vont réagir les proches de l'entrepreneur? C'est important parce que ça va avoir des incidences. Il ne faudrait pas qu'à l'occasion de cette transmission ou de cette cession, naisse un conflit familial et qu'on règle un problème tout en créant de nombreux autres. Frein psychologique encore chez les salariés. Quand on cède, qu'on transmet une entreprise, ça peut être source de crispation. C'est souvent le cas, puisque l'être humain est comme ça, il n'aime pas trop le changement. Ça peut être, sinon bloquant, au moins retardant, parce que dans la plupart des dispositifs, les salariés vont être intéressés à la procédure, et au-delà de ça, ils sont également la porte vive de l'entreprise. Enfin, frein psychologique chez le repreneur, que dans le cas d'un salarié, par exemple, il va changer de statut et donc de stature. Donc tout ça, ça génère de l'angoisse et c'est des choses qu'il va falloir réussir à traiter. Ok. David, là-dessus, sur les freins. Voilà. Pour rebondir sur ce que disait Jonathan, c'est vrai qu'on a souvent une barrière psychologique, tout particulièrement chez les cédants. Alors souvent, quand ils cèdent, justement, ils pensent
tout faire bien et détenir le mouton à 5 pattes. Donc, il y a un travail pédagogique aussi pour lui dire que c'est pas toujours le cas. Hein. Et on voit souvent en fait ce manque de travail de préparation et d'anticipation, parce que vouloir transmettre est une chose. Après, pour faire dans de bonnes conditions, eh bien, ça suppose un peu de préparation en amont. Donc, derrière ce terme de transmission, en fait, on a deux hypothèses. On a celle qui avait été qui avait été développée par Monsieur le Ministre, qui est celle qui est une piste, qui est celle de la transmission intrafamiliale, que ce soit de la petite entreprise reprise à l'intérieur de la famille ou même une pérennité d'une entreprise, comme on peut notamment connaître dans le Nord ici, dans lequel s'organise un actionnariat familial multiple, mais qui reste uni autour du but de cette entreprise. Et c'est vrai, dans le cadre de la TPE-PME, c'est dans la partie transmission et dans la partie donation, c'est aussi bien préparer cette transmission, parce que c'est pas parce que vous avez réussi et que vous avez un seul fils que votre fils va réussir. Hein. La filiation ne transmet pas forcément la compétence, donc il y a ça aussi à prendre en compte et à bien préparer côté j'allais dire cédant et côté repreneur familial. Hein. Faut bien lui expliquer ces enjeux-là, qui comprennent les enjeux, les leviers de performance existants, qui sont un vrai repreneur, hein, qui ne soit pas un repreneur parce que papa le veut ou parce qu'il s'en sent l'obligation. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on accompagne ou qu'on essaie d'accompagner au-delà de la technique, mais sur le plan aussi de la psychologie et de la prise en compte de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Pourquoi ? C'est pour avoir une transmission réussie, rien de pire effectivement pour le repreneur que de planter la boîte familiale. Rien de pire, effectivement, pour, j'allais dire, celui qui a transmis, que de faire une part de casting avec un biais familial en pensant que voilà, son successeur est l'homme idoine, alors que ce n'est pas forcément toujours le cas. Et puis surtout aussi, pour ce cédant, il faut savoir passer la main, hein, devenir quelqu'un qui tient la main mais qui la lâche pour que ça réussisse. Ça, c'est une chose. Après, on a le plan de la cession ici qui nécessite effectivement de s'organiser en amont, notamment dans une TPE-PME, bien parce qu'il va falloir convaincre votre repreneur, il va falloir organiser votre entreprise finalement pour présenter ce qu'elle est, c'est-à-dire la valeur de son équipe, sa capacité à générer du résultat, sa capacité à vous survivre en tant que dirigeant. Hein. On voit toujours le cas du dirigeant en orchestre, hein, qui arrive et qui fait le café et qui ferme derrière, mais qui finalement, en faisant ça, dispose d'une forme de faiblesse structurelle parce qu'il n'a pas fait grandir son entreprise et puis finalement, la valeur de son entreprise est trop centrée sur lui ou trop centrée sur des hommes clés, et ce qui est un frein à une transmission efficace. La disparition du dirigeant, la disparition de l'homme clé, eh bien finalement, c'est un danger pour l'entreprise. Et à tout moment, on a aussi ce risque de décès prématuré du dirigeant, hein, ou simplement de son incapacité, qui va laisser l'entreprise un petit peu au milieu du gué. Donc, j'allais dire ces freins-là ou ces points d'attention pour dire voilà comment réussir une transmission d'entreprise, qu'elle soit intrafamiliale ou extrafamiliale. Ok, merci beaucoup. Au-delà de ces freins psychologiques, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail un peu technique de la boîte à outils de la transmission, dans votre pratique, là encore, parce que c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous rencontrez comme type de blocage plus technique, plus juridique, fiscaux? On peut vous entendre là-dessus. On va peut-être commencer par Jonathan. Dans les cessions à titre onéreux, le nerf de la guerre, c'est le financement. Cet accès au financement peut devenir problématique selon les dossiers, selon les repreneurs. Les banques ne peuvent ou ne veulent pas toujours suivre les dossiers, notamment quand les risques sont cumulés sur plusieurs niveaux. Je me souviens du cas d'un repreneur qui avait peu d'apports personnels, peu de garanties. Et pour couronner le tout, l'activité cible était très concurrentielle. Donc on imagine très bien le peu d'appétence que ce type de dossier peut donner vis-à-vis des financiers. Et donc, nous avons eu besoin de recourir au crédit vendeur pour boucler le plan de financement. Solution, somme toute classique, mais qui crée des difficultés, notamment parce que le cédant se voit endosser un nouveau rôle, celui de financeur. Et ce n'est pas un rôle
classique pour un cédant. Il va devoir faire face à un risque de défaut de paiement alors qu'il souhaitait à la base clore un chapitre professionnel et percevoir le prix de son entreprise. Parmi les mesures annoncées par le plan d'action de l'État Objectif Reprise, il est prévu de permettre un étalement du paiement de l'imposition des plus-values pour justement tenir compte de la disponibilité des fonds qui est échelonnée dans le temps. C'est une très bonne chose, mais pourquoi ne pas aller plus loin encore? Donner envie au chef d'entreprise d'octroyer un crédit vendeur en lui donnant une espérance de gain en face du risque. Je pense naturellement à une fiscalité plus avantageuse avec, on peut l'espérer, un taux de plus-value réduit dans ce cas-là. Ok. David, sur ces blocages-là, un complément? Oui, peut-être déjà sur la partie du financement, quand même, souligner l'efficacité, alors on va dire nationale et en région, au moins pour ce qui concerne la région Nord, de la BPI, hein, qui joue quand même un rôle substantiel sur le marché de la transmission, qui est, à mon sens, est vraiment un outil issu de la puissance publique, on va dire, et qui constitue vraiment un outil d'intervention efficace, dont on sait, sans en faire la publicité d'ailleurs, que les dirigeants soulignent eux-mêmes que voilà, la finalité de ça, et ça rejoint ce que disait Monsieur le Ministre, c'est la pérennité des entreprises, la transmission des entreprises. Ils sont là pour ça et je trouve qu'ils remplissent ce rôle au travers d'outils qui sont dédiés, hein, qui sont liés aussi à leurs prérogatives, mais qui les mettent très souvent autour de la table et qui les mettent avec un esprit particulièrement constructif qu'on ne retrouve pas, j'allais dire, dans toutes les composantes publiques auxquelles on peut avoir affaire quand il s'agit de ces sujets-ci. Donc on a pour le coup, je pense, vraiment cette chance ou ce mini-hommage que très humblement je leur rends pour l'intervention qu'on voit au quotidien, j'allais dire, sur ces dossiers-ci. Puisque sinon, pour le reste, on peut penser qu'on a aussi une complexité, une lourdeur de dispositifs légaux, de dispositifs fiscaux, ça a été énoncé. Alors, de façon, à titre tout à fait d'exemple, on connaissait ce fameux droit d'information des salariés, hein, qui était sanctionné initialement par une nullité. Donc, j'ai un cas très concret dans lequel, voilà, sur 500 salariés, il manquait une personne qui était en arrêt maladie longue durée depuis 2 ans, qu'on a dû envoyer un enquêteur hein, pour la rechercher parce qu'elle avait carrément disparu du spectre des connaissances des dirigeants. Donc, tout ça, c'est très largement édulcoré, mais vous voyez que bien que ça a été encore très récemment simplifié par la loi de simplification, on n'a pas été jusqu'au bout de la chose, on n'a pas eu le courage de dire, bon, voilà, ce droit d'information des salariés, finalement, soyons objectifs, une société qui va bien fonctionner, cette chose-là va se faire naturellement. Est-ce que pour autant, il faut en faire quelque chose de systématique? On rentre dans la gestion de l'exception par la règle, et c'est quelque chose qui marque beaucoup notre droit et qui, malheureusement, alourdit l'ensemble des process, cette inflation normative législative, hein. On a aussi des interventions sans citer de nom de représentants de licornes françaises qui viennent dire en quoi cette information normative législative bat les générateurs de coûts et les générateurs d'incertitudes. Et finalement, c'est pas un cadeau pour les entreprises, c'est pas un cadeau non plus. Au moment de la transmission, ça implique un rallongement global des processus d'audit et des processus de négociation, alors même qu'on vit des cycles économiques qui sont parfois mouvementés. Et c'est ce qu'on dit toujours, c'est plus le process de cession s'allonge et plus l'incertitude, je dirais, s'ouvre parce que l'activité évolue. Les vendeurs, les acquéreurs se re-questionnent, ils se re-questionnent sur le prix, se re-questionnent sur l'opportunité de faire, recroisent le financement parce qu'à un moment, un banquier va vous dire oui, mais alors tout ça c'est bien maintenant que vous êtes arrivé au terme de vos négociations, nous on voudrait revoir des bilans, donc il faut réarrêter des chiffres parce que nous on en a besoin pour vous financer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de risques d'enlisement finalement qui sont liés à ces processus auxquels les conseils participent peut-être un petit peu, hein, mais effectivement cette lourdeur, on va dire législative, elle gagnerait à être un peu allégée. Alors effectivement, si la complexité administrative française est un génie français, je veux dire, la fiscalité en est un autre. On n'a pas encore parlé de fiscalité. Peut-être en quelques mots rapidement pour qu'on bascule ensuite sur plutôt les outils et les solutions, parce que les freins, il y en a, mais il y a aussi beaucoup de solutions, donc c'est très important de pouvoir le détailler. David,
sur la question fiscale qui est absolument centrale et ce qu'elle peut être bloquante en essayant de ramasser un peu le propos. Alors, en essayant de ramasser le propos, effectivement, je crois que le ministre a très bien dit les choses et sans langue de bois, finalement. Ici, avec cette vision qui est un peu celle-ci, c'est de dire fiscalité élevée par rapport à nos voisins en matière de transmission d'entreprise, hein, très clairement, même si certaines solutions existent, on en reparlera, mais je dirais qu'elles ont leurs limites et qu'il n'est pas qu'une question de montant, il y a aussi une question de sécurité, de visibilité et de façon dont on a parfois, avec l'administration fiscale, justement le sentiment qu'on a plutôt cette relation qui n'est pas une relation de contrôle hein, qui est nécessaire. On n'est pas là pour frauder fiscalement, mais plutôt de punitif et de punitif sur des choses qui tiennent au formalisme hein, et qui accroissent énormément en fait ce côté piégeux et de dire que voilà, en matière fiscale, on a très peu de visibilité, on a très peu de stabilité et que c'est réellement, j'allais dire, un facteur d'incertitude. Alors après, sans être tout à fait technique, vous vous rendez compte que parfois, eh bien, sur des opérations de type FBO, on s'est dit, bah là, transmission d'entreprise, dans la transmission familiale, je vais donner la moitié de mes titres, je vais vendre l'autre à mon enfant. Et bien finalement, voilà, il y a un texte qui vous dit qu'il y a une plus-value au report, que bah, votre enfant, il doit conserver ça pendant 6 ans. On dit, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Sauf que bah, vous vous rendez compte qu'en même temps, on lui dit, mais si vous apportez vos titres à une holding de reprise pour pouvoir me payer mes titres, ah bah là, le report d'imposition tombe. Donc, on se trouve dans des fois des choses qui sont allégées d'un côté, compliquées de l'autre, et dans lequel on voit que cette accélération normative, elle se fait parfois. Et c'est là que c'est le plus grave, parce qu'on sait qu'on a besoin d'argent, par ailleurs. Ça a été rappelé, mais on se retrouve finalement avec des choses qui sont réellement contre-productives et d'expliquer à des clients que le FBO, la transmission familiale qu'on veut faire et qui est bonne pour, je dirais pour l'entreprise, qui a une utilité sociale, économique, eh ben, on est bloqué et assez embêté par des dispositifs qui sont contre-productifs parce qu'ils ont été effectivement pris dans cet esprit un peu croissant de crispation et de recherche d'argent au détriment finalement d'un fonctionnement économique qui est quand même celui qui fonde la richesse de la société finalement. Bon, merci David pour ce diagnostic sans appel. Mais on va essayer d'être positif malgré tout et essayer d'envisager un peu les solutions qui sont aujourd'hui à la portée des chefs d'entreprise dans cette boîte à outils juridique et fiscale qui peut être mise en œuvre par tous ces conseils interprofessionnels qui accompagnent les chefs d'entreprise. Jonathan, c'est quoi les principaux outils? On a parlé évidemment du pacte Dutreil, c'est une évidence. Mais finalement, ça n'est pas le seul, loin s'en faut, et on a toute une batterie en fait de solutions qui doivent être adaptées à chaque cas. Oui, effectivement, il y a pas mal d'outils qui permettent de conseiller au mieux et de préparer tout ça. On peut notamment penser au mandat de protection future pour le risque d'incapacité, qui peut être couplé avec des aménagements statutaires au niveau de la société, entreprise sociétaire. Le mandat à effet posthume va pouvoir prévenir le risque de décès. La charte familiale va permettre de préserver la cohésion familiale autour du projet entrepreneurial, notamment où les héritiers associés ne seront pas entrepreneurs et ne seront pas associés à la direction, à la marge de l'entreprise. En fait, il faut garder en tête, c'est qu'en travaillant sur l'architecture du projet en amont, nous pouvons sécuriser les aspects juridiques et fiscaux et permettre de préparer cette étape clé de la meilleure manière. David, d'autres outils? Bah, il y a une bonne partie qui ont été énoncées ici. Effectivement, voilà, à l'intérieur de ce cadre-jeu, de cadre de jeu qui présente quelques contraintes, hein, toujours dans un objectif voilà, d'efficience économique et de bonne transmission. Alors, on a les outils effectivement de l'anticipation successorale, notamment pour la partie transmission, hein, quel que soit l'avenir de l'entreprise. Bah, c'est vrai que voilà, vous avez parfois des cas un peu dramatiques dans lesquels on est contraint par des droits de succession dans un cadre de décès et autres, où on se retrouve effectivement dans ce que décrivait Monsieur le Ministre, dans une obligation de céder, et c'est là que peut-être les entreprises partent ou quittent le territoire national avec
ou au moins leur actionnariat. Donc, on a effectivement ces anticipations successorales, la donation partage transgénérationnelle, le cas échéant, hein, puisque on sait qu'on vit de plus en plus longtemps et donc ça fait du sens ici de s'inscrire dans la continuité et de pouvoir, au travers d'une transgénérationnelle, préparer l'avenir immédiat et l'avenir, je dirais, à génération plus 2. Le démembrement de propriété également, et puis après sur tous les outils dont on dispose, notamment au niveau du droit des sociétés, hein, pour accompagner les questions de gouvernance, les questions de pacte d'associés, et également, même si on n'en a pas parlé, c'est vrai que dans des reprises, on a besoin aussi parfois, et c'est quelque chose qui se développe un peu, c'est d'intéresser ces salariés, c'est d'intéresser ces hommes clés qui sont aussi les gens qui permettent cette réussite au travers de management package, au travers de stock option, d'AGA, de BSPCE, etc. Donc pas mal d'outils finalement pour accompagner une transmission et lui donner le maximum de chances de réussir. Ok, merci beaucoup David, merci à tous les deux pour ces éclairages. Alors, il n'était pas question naturellement de faire un tour exhaustif ou de rentrer trop dans le détail, mais on voit bien que si les freins sont nombreux, les leviers de l'action aussi sont eux-mêmes nombreux, avec des combinaisons, je veux dire presque à l'infini, malgré les contraintes que vous avez rappelées tous les deux. Donc merci beaucoup. Je me permets un point qui était un point de conclusion et pour rebondir sur ce que disait Arlette Darmon, effectivement, on a cette place de notaire, mais on a une vraie interprofessionnalité qui a lieu de jouer, comme Arlette le précisait à cette occasion, pour être au service de cette transmission, au service de cette entreprise, je dirais tout professionnel confondu, en mettant chacun nos égos de côté. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment s'inscrire ici ce besoin d'interprofessionnalité. Très bien, précision très utile, y compris celle sur la mise à l'écart des égos pour se mettre au service du projet et du chef d'entreprise. Olivier Schiller, j'ai presque envie de vous poser les mêmes questions, peut-être un questionnement en deux temps, avec d'abord votre casquette de vice-président du métier, pour savoir un petit peu comment les adhérents de côté du réseau du métier ressentent ces freins, ces blocages et ces solutions. Et puis peut-être après une question un peu plus individuelle, personnelle, sur la transmission telle que vous l'avez vous-même vécue. Peut-être dans un premier temps, les retours du réseau sur ces freins, sur ces blocages et sur ces leviers. Je voulais vraiment vous remercier pour l'organisation de ce débat qui est vraiment important, parce qu'il est important pour la France d'avoir un tissu d'entreprise familiale. Vous voyez, si on commence par Septodon, nous allons investir 40 millions d'euros sur notre site de Saint-Maur-des-Fossés. Nous réalisons 96% de notre chiffre d'affaires hors de France. Donc l'intégralité de ces 40 millions d'euros va être destinée à l'international. Et il est probable que s'il n'y avait pas une famille française derrière Septodon, eh bien l'investissement se ferait en dehors de France. C'est quelque chose qu'on voit aussi à travers les études que nous avons entreprises avec l'Université Paris-Dauphine ou avec l'aide de Sisley, que je remercie, et puis d'autres acteurs comme la BNP, on a créé une chaire sur les entreprises familiales. Et on voit à travers cette chaire l'importance pour le pays. On voit qu'elles ont une performance économique qui sont moins égales à celle d'autres types d'actionnariat, contrairement à des fake news qui circulent. Elles sont pas moins performantes, bien au contraire. On a prouvé effectivement cette orientation long terme et l'identification de l'entreprise au groupe familial, ce qui génère un certain nombre de comportements éthiques dans la conduite de l'entreprise. On voit aussi qu'elles n'ont pas uniquement des objectifs financiers, d'où un meilleur climat social, plus de CDI, moins de licenciements, on y note moins d'absentéisme, moins de grèves. Ça, c'est sur l'ensemble des entreprises familiales, c'est pas sur un échantillon, donc ce sont des chiffres qui sont extrêmement forts. On voit qu'elles ont une empreinte macroéconomique majeure, elles représentent 66% des emplois en France. 2/3 des emplois sont aujourd'hui générés par les entreprises familiales. Elles irriguent les territoires et elles représentent 74% des entreprises en Europe. On voit qu'elles sont aussi plus résilientes, ça a été vu au moment du Covid notamment, il y a eu moins de licenciements au sein des entreprises familiales. Et sur la transition environnementale, elles sont plus performantes, même si elles communiquent moins. Alors, ce qu'on voit aussi, au-delà des différents éléments qui ont été échangés,
c'est l'importance de faire la différence entre la transmission du pouvoir et du capital. Bon, grâce au ministre Renaud Dutreil, on peut maintenant transmettre le capital dans des conditions satisfaisantes, mais le pouvoir peut être transmis d'une façon différente. Il est tout à fait possible au sein des entreprises familiales d'avoir un directeur général extérieur à la famille. Ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours cette rectio societatis, c'est que les différents membres de la famille conservent ce projet d'entreprise, mais à travers la gouvernance, pour conserver les valeurs d'une entreprise familiale, cette orientation sur le long terme, cette présence sur les territoires, puis aussi ces meilleures relations avec les parties prenantes, les salariés, les clients, les fournisseurs, puis aussi les territoires sur lesquels elles sont implantées. D'une façon générale, comme le soulignait Arlette et puis un certain nombre d'entre vous, ça reste toujours quelque chose de complexe. Il est important d'avoir effectivement une vision à 360 degrés, pas uniquement managériale, pas uniquement fiscale. D'où l'importance de se faire accompagner par des notaires et au-delà par des conseils qui permettent effectivement à l'entreprise de lors de son passage d'une génération à l'autre. Alors, vous m'interrogez ensuite sur Septodon, je crois, sur mon entreprise. Bien sûr, parce que vous avez été vous-même confronté à ce moment de bascule et vous avez commencé à l'esquisser un peu dans votre propos. Vous incarnez la 3e génération, vous avez mis le pied à l'étrier de la 4e et vous avez fait des choix. Peut-être nous en dire quelques mots sur la manière dont vous avez abordé ça et les solutions que vous avez pu mettre en œuvre. Oui, ça fait en fait 15 ans que nous y réfléchissons. Alors, ça fait encore plus longtemps entre mon père et moi, mais entre moi-même et nos 5 enfants, ça fait 15 ans que nous réfléchissons aux relations entre la famille et puis l'entreprise. Et là aussi, je partage tout à fait votre analyse, comme quoi la préparation est essentielle. Alors, nous avons établi une charte familiale qui définit un certain nombre de choses, notamment quand est-ce qu'un membre de la famille peut rentrer chez Septodon, à quel moment et à quel poste. Donc, ce qui est prévu chez nous, c'est qu'il faut moins de 5 ans d'expérience professionnelle en dehors de l'entreprise. Et quand on y rentre, on y rentre à un niveau équivalent à ce qu'on aurait pu avoir, ce qu'un jeune aurait pu avoir en dehors de l'entreprise. On a défini des règles de gouvernance, on a défini aussi la façon de choisir le directeur général. Et pour nous aider, nous avons constitué un advisory board. Ça, c'est très important parce que dans une entreprise familiale où il n'y a pas d'actionnariat extérieur, on peut manquer de ce qu'on appelle les checks and balances. Donc, cet advisory board a un rôle d'approbation de la stratégie, d'approbation des grands projets d'investissement, des acquisitions. Et on l'a constitué pour avoir les compétences dont on a besoin, à la fois sectorielles. Donc, nous, on intervient dans le domaine dentaire. Donc, on a la patronne d'une entreprise dentaire. Nous intervenons maintenant dans la pharma, puisque nous sommes partenaires avec Moderna dans le conditionnement du vaccin contre le Covid. C'est quelque chose de nouveau pour nous. On avait donc une femme qui connaissait très bien ce monde de la pharmacie, de l'injectable du CDMO. Compétences financières avec un ancien patron de banque. Compétences industrielles avec l'ancien patron des affaires industrielles de Sanofi. Compétences sociales. Et puis aussi compétences internationales et stratégiques. Voilà, donc c'est un ensemble un groupe extrêmement important qui est à la fois challenge des opérationnels, commencé par moi, et puis qui oblige les responsables à structurer leurs projets quand ils viennent les présenter au board. Aujourd'hui, j'ai une fille qui fait du private equity, qui est au sein du board, elle est chez Wendel, et bientôt, je vais avoir un autre membre de la famille qui sera membre. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est, je voulais pas être directeur général au-delà de 65 ans. Donc là, en 2021, j'ai recruté un américano-égypto-belge qui s'appelle Karim Kader en 2021, et l'objectif était qu'il devienne directeur général en 2025, quand j'aurai atteint les 65 ans. Ce qui est arrivé, c'était une transition très, très positive pour les tiers, mais aussi pour les salariés, parce que ils ont vu qu'on n'a pas besoin d'être numéro 1, on n'a pas besoin d'être membre de la famille pour être numéro 1 de l'entreprise. Au sein de la famille, les enfants attachent une importance très importante à préserver la bonne entente familiale. Pour eux, c'est vraiment ce qui est primordial, d'où l'importance du dialogue. Les questions d'argent, c'est pas ça qui est le plus significatif. Par contre, ce qu'il est, c'est de conserver l'entreprise au sein de la famille. Voilà, donc on a
beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat, à cette époque, à cette étape de transmission entre la troisième et puis la quatrième génération. Et on a été évidemment beaucoup aidé par les juristes, les notaires, qui nous ont accompagnés tout au long de ces transitions. Très bien, merci beaucoup Olivier pour ce très bel exemple et qui ouvre des perspectives extrêmement intéressantes et qui montre le champ des possibles dans cette phase un peu délicate. J'ai envie de me retourner maintenant vers Renaud Dutreil, parce que je ne résiste pas à la tentation de lui poser une question un peu plus politique. Forcément, on est à quelques mois de l'échéance capitale, à plus d'un titre. Et si aujourd'hui, il y avait 1, 2, 3 mesures fondamentales dans cette échéance-là à faire passer pour répondre à l'ensemble des défis que nous avons pu évoquer sur différents plans, qu'est-ce qu'il faudrait faire bouger comme curseur, qu'est-ce qu'il faudrait faire comprendre au plus haut niveau de l'État pour faire bouger les lignes et relever l'ensemble des défis qu'on a pu très rapidement brosser ensemble aujourd'hui. D'abord, il faut rappeler à ceux qui votent les lois que la fiscalité est au service des Français. Et donc, il faut une fiscalité intelligente. La bonne fiscalité, c'est une fiscalité sur les flux, pas sur les stocks. Chaque fois qu'on taxe le capital, que ce soit au moment de la transmission ou pendant la détention du capital, on ne crée pas de valeur. On affaiblit en fait ceux qui essayent de créer de la valeur. Taxer les flux, en revanche, est tout à fait légitime. Donc, ma préconisation, je disais la même chose il y a 20 ans, mais je n'ai pas pu le faire à cause du Conseil constitutionnel, c'est de supprimer la fiscalité sur la transmission d'entreprise à un moment où l'entreprise est fragile. L'entreprise, quand elle doit être transmise, ce n'est pas son meilleur moment. Il y a un défi de gouvernance, il y a un défi de stratégie, il y a un défi opérationnel, il y a un défi familial. C'est un moment de fragilité. Donc, à ce moment-là, il faudrait que l'État se fasse discret et ne taxe pas l'entreprise. Donc, s'il y a une proposition à faire, c'est évidemment de supprimer la fiscalité sur la transmission des entreprises, comme ça existe dans beaucoup de pays. Deuxième proposition, c'est créer un deuxième pôle de capitalisme enraciné avec des salariés. Et avec Xavier Fontanel, nous préparons à l'heure actuelle un projet de pacte Dutreil bis pour les salariés qui permettrait de développer l'actionnariat des salariés dans les entreprises, notamment les ETI, avec la possibilité pour ces salariés qui ont donné une grande partie de leur vie à leur entreprise de les transmettre à leurs propres enfants avec des conditions identiques à celles du pacte de Dutreil pour créer un noyau d'actionnariat stable. Ça, c'est une deuxième proposition importante. Et puis, si on regarde les TPE, parce qu'elles sont très nombreuses, quand vous avez parlé des 500 000 entreprises à transmettre, il y a évidemment beaucoup de TPE. Là, il faut un outil de marché. Le marché n'existe pas, c'est un marché sous-efficient. Il n'y a pas de banquier d'affaires, il n'y a pas d'acteur en fait qui assure le passage entre le cédant et le repreneur. Et donc, l'IA va nous permettre, je pense, de créer un outil efficace. Et je travaille d'ailleurs à un projet de plateforme de transmission entièrement pilotée par de l'IA qui devrait permettre tout simplement à ce que ce marché soit efficient et transparent. Très bien, merci beaucoup. C'est presque un programme électoral. Bonne chance pour 2027. En tout cas, merci beaucoup pour ce propos revigorant qui fera peut-être, espérons-le, des émules. Voilà, nous parvenons au terme de ce live, de cette heure passée ensemble. Moi, j'ai envie de demander à Philippe Dornano une petite réaction, une ultime réaction, peut-être de conclusion, notamment sur ce qu'a pu dire Renaud Dutreil, ou sur une ouverture sur les prochains mois, justement, qui vont être décisifs pour nous. Moi, je partage entièrement les propos de Renaud Dutreil. Je pense que de cette heure qu'on a passée ensemble, on voit bien que la transmission est un enjeu clé pour notre économie. Ça va être un enjeu aussi important dans le sens où la conjoncture devient beaucoup plus difficile et il faut, et c'est ma première idée de conclusion, donner confiance en la possibilité de la transmission. Alors, pas de transmission dynastique, dans certains cas, il vaut mieux que les entreprises soient vendues, mais le fait qu'on ne bloque pas les transmissions pour des raisons fiscales et qu'on permette aux transmissions de bien s'organiser va dépendre un peu de l'efficacité de l'économie française. Le deuxième point, c'est qu'il faut 3 choses, de la stabilité, de la simplicité, de la compétitivité dans la transmission. Je crois que ça a été dit aussi pendant
pendant l'heure par chacun des intervenants. Et puis, il faut encourager, parce que c'est possible, parce que c'est compétitif, parce que les entreprises pensent qu'elles peuvent le faire, il faut encourager aussi les chefs d'entreprise, Olivier, tu l'as dit aussi, à anticiper la transmission. Pour des raisons qui sont des raisons de coût, on sait que si on anticipe, l'âge moyen de la transmission en France, c'est 69 ans pour les entreprises. Plus on l'anticipe, plus on va pouvoir le faire à un coût plus compétitif, mais aussi pour des raisons de gouvernance. Quand on anticipe la transmission, on réfléchit aussi à son codir, on réfléchit aussi à ses hommes clés dans l'entreprise, on regarde les âges et on se projette dans le futur. Et en faisant ça, on permet à cette transmission d'être efficace, d'être performante et aux ETI de continuer à se développer. C'est à mon sens, la troisième idée forte que je retiendrai en conclusion. Très bien, merci beaucoup Philippe. Je pense que ce sont des mots auxquels tout le monde voudra bien souscrire. Le mot de la fin peut-être à Arlette Darmon pour ouvrir sur l'avenir, un avenir positif. Alors moi je suis toujours positive et je me dis qu'on a un ministre en poste qui veut faire de la transmission d'entreprise un enjeu national. C'est pas juste une phrase et une communication dans la presse. J'espère que c'est pour être entendu et suivi derrière et on sera derrière et on sera mobilisé. Et voilà, on l'a vu, là, anticipation, stabilité. On a les outils, on a l'envie. Il faut maintenant que le ministre et les futurs candidats et puis ceux qui arriveront derrière suivent et répondent en fait à nos attentes. Mais après l'automne vient l'hiver et après l'hiver vient le printemps, donc on aura des jours et des beaux jours et la transmission d'entreprise connaîtra de beaux jours aussi, j'espère en tout cas. En tout cas, nous serons là pour mobiliser nos clients, nos notaires, pour aider le gouvernement à relever le défi. Très bien, merci beaucoup Arlette. C'est sur ces mots de fin que nous allons nous quitter. Un grand merci à tous nos intervenants, qu'ils soient de France métropolitaine ou d'outre-mer, mon cher Jonathan. Merci à vous toutes et tous qui avez été extrêmement nombreux à nous suivre. Vous pourrez d'ailleurs retrouver ce live sur nos réseaux. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci.